J'ai un parcours après bac un peu improbable. Je suis pâtissière, j'ai fait des études en diététique. Dans l'esprit des gens, ils pensent toujours qu'un commerçant, ça les arnaque ou qu'on est forcément plus cher. C'était un client qui du coup cherchait à faire de la peinture et faisait de la peinture avec du yaourt. En fait, on peut pas venir solliciter un conseil qui est gratuit dans mes connaissances et ensuite lâcher sur internet. Et à un moment donné, il faut faire un choix. Bonjour à tous et bienvenue dans le jargon. Aujourd'hui, je suis avec Axel. Bonjour Axel. Bonjour Alex. Et on est dans son magasin Le Camion d'Or, un magasin de beaux-arts, c'est bien ça? Exactement. Alors, déjà, pourquoi un magasin de beaux-arts? Qu'est-ce qui t'amène à acquérir, à monter une entreprise comme celle-ci? Alors, tout d'abord parce que je suis assez passionnée par le domaine artistique. J'ai fait une école d'art et aussi parce que j'ai grandi dans un magasin de beaux-arts, parce que mes parents ont un magasin de beaux-arts dans Paris, un grand magasin de beaux-arts où j'ai travaillé, j'ai grandi à l'intérieur et un peu à l'ancienne, fille de commerçante, je reprends un magasin un peu comme mes parents. Du coup, est-ce que c'était un chemin naturel pour toi, vraiment de tes filiations, t'as connu ça petite, tu le reprends plus tard après tes études, ou c'est un peu par hasard que tu arrives là-dessus sur le tard? Alors c'est complètement le hasard. Moi j'ai un parcours après bac qui est un peu improbable. Je suis pâtissière, j'ai fait des études en diététique. Un jour on m'a appelé, une opportunité. Le magasin, les anciens propriétaires de ce magasin partaient à la retraite et du coup il y a eu cette opportunité-là. Moi je savais que je voulais quoi qu'il arrive avoir mon propre espace. Je voulais avoir mon magasin, je voulais grandir. La liberté que mes parents ont eue, j'avais envie de l'avoir aussi. Là, pour le coup, souvent, les enfants de commerçants finissent commerçants. Cette opportunité-là, je l'ai saisie. C'est un peu le hasard. C'est un domaine que j'aime bien, et puis l'opportunité s'est présentée. Donc, au départ, j'étais partie pour ouvrir une pâtisserie, finalement, un magasin de beaux-arts. Voilà. Ok, c'est vraiment le hasard de l'opportunité. Le hasard de l'opportunité. Du coup, tu voulais ouvrir une pâtisserie, donc c'est l'opportunité qui tombe au bon moment, en fait, où tu voulais un magasin, t'en as un qui se présente à toi. Est-ce que du coup, le fait de ne pas faire une pâtisserie, c'est un regret? Est-ce que ce changement de trajectoire, il a été facile ou compliqué? Ah non, c'est une évidence. J'avoue que moi, je crois au destin. Je pense que j'étais en train de faire un business plan. C'est juste un changement de produit. Mais en soi, ça reste quand même un domaine d'activité que je connais, que je maîtrise, dans lequel j'ai grandi. Et du coup, je me suis dit que c'était une évidence. Et puis, on verra bien dans la vie est longue. Ok, c'est trop bien. Est-ce que du coup, le fait d'avoir des parents qui sont dans ce milieu-là, d'avoir connu ça déjà avant, ça a facilité un peu, beaucoup, énormément le fait de faire ce magasin-là? À quel point est-ce que ça t'a facilité les choses? Est-ce que, est-ce que tu avais déjà des contacts, un réseau? Est-ce qu'il y a du coup, tout un tas de choses que tu n'as pas eu besoin de découvrir parce que tu les connaissais déjà d'avant? Alors sur toute la partie beaux-arts, déjà je connaissais tous les produits. On est quand même sur un milieu où les produits sont très spécifiques, c'est-à-dire que c'est pas, dans le magasin on vient pas en disant bonjour, je veux juste un tube de peinture blanche. Je vais répondre genre quoi, lequel? Est-ce qu'on veut de l'huile, est-ce qu'on veut de l'acrylique, est-ce qu'on veut de l'aquarelle, est-ce qu'on veut de la gouache pour faire quoi? Est-ce que du blanc opaque, du blanc transparent? Donc j'avais cet avantage quand même mine de rien d'avoir des connaissances sur les produits assez poussées, sur quand même la grande majorité des produits. Après, je pense qu'on apprend toute sa vie et qu'il y a encore des choses dont je ne suis pas capable forcément de répondre. Mais la plupart des produits, je les connaissais. Je connaissais déjà très bien les marques, je connaissais les commerciaux, je connaissais les fournisseurs pour avoir grandi dans ce milieu-là. Et du coup, ça a été quand même une facilité d'installation dans le sens où j'ai pas eu à réfléchir sur quels étaient les produits que j'allais implanter. Quand j'ai récupéré le magasin, les précédents propriétaires partaient à la retraite et du coup, il y avait quand même plus énormément de produits dans le magasin. Le magasin était assez vide, il fallait vraiment le réachalander. Il fallait vraiment choisir quelle marque j'allais positionner. Je savais que c'était en perte de vitesse au niveau de la clientèle et au niveau du prix. Donc c'était plus sur ça qu'il fallait que j'aille chercher un bon prix, que j'aille chercher les bons produits pour que les clients reviennent. Quels étaient les clients que je voulais dans le magasin, parce que forcément des produits vont cibler. Si je mets des produits très haut de gamme, je vais forcément avoir une clientèle qui va forcément peut-être avoir plus de moyens, mais aussi plus artistes, parce que les artistes vont chercher des produits un peu plus de qualité supérieure. Si je mets des produits un peu moindres, j'aurai peut-être des familles sur du loisir, des choses comme ça. Donc en fait, ça dépend des choses. Donc oui, là, ça m'a énormément facilité, dans le sens où en 15 minutes, je suis capable de savoir quelle marque j'ai envie d'avoir, avec lesquelles c'est intéressant de travailler, et quelles sont les marges et les prix que je peux faire. Ok, ouais, donc du coup, c'est vraiment pour ce côté, remonter tout le business, le fait de choisir sa clientèle, choisir... En fait, tu n'aurais pas eu ça, tu aurais eu une phase, on va dire, de
tatillon, où tu te cherches, où tu essayes des produits, alors que là, tout de suite, tu as pu monter ton magasin de rêve, on va dire. C'est ça. Ciblé pour la clientèle que tu veux, Exactement. à ton image dès le début. Oui. Ok. Avec 2-3 petites erreurs quand même. Faut noter qu'entre la clientèle parisienne et la clientèle à Saint-Maur, on n'a pas les mêmes clients et donc parfois c'est pas toujours les mêmes produits qui sont cherchés. Donc j'ai quand même eu 2 petites adaptations à faire, des petites choses où je les ai mises et finalement ça s'est pas avéré être les bons choix, et d'autres choses où voilà, où je les ai rajoutées après parce que j'avais une demande dessus. Ok, parce que du coup là on est donc à Saint-Maur-des-Fossés, on est à quoi, 10 km de Paris, donc enfin c'est de la banlieue parisienne très proche. On est sur la banlieue parisienne proche. Pourtant la clientèle pour toi elle est vraiment différente de ce que tu as connu dans Paris même. Oui. Oui, la clientèle parisienne, c'est une clientèle déjà qui vit dans Paris intramuros souvent, en tout cas dans le magasin de mes parents. C'est une clientèle qui est très proche et leur clientèle à eux est beaucoup plus composée d'artistes professionnels. Donc c'est pas forcément les mêmes produits qu'ils vont rechercher, c'est pas les mêmes niveaux de service et de choses comme ça. Moi, j'ai une clientèle qui va être beaucoup plus sur la partie beaux-arts. En fait, je vais avoir 2 types de clientèle. Sur la partie beaux-arts, ça va être des ateliers, des gens qui vont faire de l'aquarelle, des choses comme ça. Mais j'ai pas une énorme clientèle d'artistes professionnels. Je dois en avoir 2-3. Et ensuite, sur la partie loisirs, ça va être des familles avec des enfants qui cherchent à faire des activités, qui cherchent à faire des petits ateliers, des animations, ou à se dire, tiens, je me lancerais bien dans le crayon de couleur, mais j'ai besoin d'un bon crayon de couleur parce que les trucs du supermarché, c'est nul. Et du coup, comment je peux arriver à avoir un meilleur résultat? Donc vraiment, j'ai ces 2 clientèles-là. J'ai pas cette clientèle d'artistes. Et du coup, les produits sont pas tout à fait les mêmes. Et les clients n'ont pas les mêmes attentes, les mêmes recherches. Et puis ensuite, il y a une question de moyens. Ici, à Saint-Maur, les gens ont un panier moyen qui est plus important que ce qu'il pouvait y avoir à Paris parfois. Ok. Pour les gens qui nous regardent et qui ne sont peut-être pas habitués sur les termes de un panier moyen, c'est ce que les gens achètent en moyenne. C'est voilà. ça, c'est par passage en caisse. Ça représente le coût d'un passage en caisse. Okay. Donc le panier moyen sur différentes portes, on fait de l'encadrement. Entre l'encadrement, le beaux-arts et le loisir, les paniers moyens sont tous les 3 les mêmes. Alors, en loisir, il est plus bas, mais il y a un nombre de passages plus fréquent. En beaux-arts, il est un peu plus haut. Mais pareil, en général, quand on achète un tube de peinture, on ne revient pas 3 jours après pour un autre tube. Et sur l'encadrement, c'est différent, c'est beaucoup plus haut, mais c'est un travail qui n'est pas le même. Tu as une clientèle qui est plutôt familiale. Est-ce que du coup, en termes d'activité, d'affluence, comment ça se passe en fait les journées au magasin? Est-ce qu'il va y avoir des journées peut-être plus chargées, le samedi, le mercredi, les jours des enfants en fait, et d'autres qui sont plus vides? Ça ressemble à quoi en fait tes journées, ta semaine du coup? Alors, une semaine type, c'est très vaste parce qu'il y a des périodes de l'année aussi. C'est-à-dire que si on prend en compte les périodes comme les mois de novembre, de décembre, où il va y avoir des recherches de cadeaux de Noël ou d'activités autour de Noël, là, il va y avoir du monde de manière, assez régulière sur toute la journée, parce que c'est pas forcément les enfants qui viennent acheter les activités, c'est parfois les parents ou les grands-parents qui viennent chercher les activités pour leurs enfants. Ensuite, les journées où il y a le plus de monde au magasin, c'est le mardi, le mercredi, le samedi. C'est souvent les journées les plus remplies. Bien sûr, le samedi, évidemment, toute la journée. Et ensuite, le soir, on a vraiment un 16h30, ou quand les gens sortent du travail aussi, quand les gens sortent de leurs activités, où on a un peu plus de monde sur la fin du magasin. C'est assez varié. Il n'y a pas, à part le jeudi où en général il n'y a pas grand monde, le reste du temps quand même c'est assez mouvementé, que ce soit sur l'encadrement ou sur toutes les autres parties. Il y a quand même on a quand même une belle fréquentation, c'est-à-dire on varie entre une vingtaine de paniers par jour à une 50, 60, 70 parfois sur certains samedis. Donc ça fait quand même, pour l'espace qu'on a, un nombre de passages qui est assez conséquent. Ok, qui est important. Parce que le magasin, c'est un petit magasin, c'est un grand magasin? Non, on est un petit magasin. C'est-à-dire que si on compare aux surfaces qui sont aux alentours, nous, on a 90 mètres carrés. Là où, par exemple, mes parents, qui sont vraiment pas loin, ont 600 mètres carrés, ou d'autres magasins plus loin. Pareil, ils sont sur des 700, 1000 mètres carrés. Donc nous, on est vraiment... En fait, on est du commerce de proximité. On a pignon sur rue, on est dans un quartier commerçant. Forcément, on n'a pas l'espace, mais on a la proximité avec les gens. Les gens peuvent venir à pied chez nous. Okay. Voilà. En fait, sur ma clientèle beaux-arts et loisirs, je vais vraiment avoir une clientèle très Saint-Maurienne. Elle va être très localisée. C'est-à-dire que j'amènerai jamais des gens de Paris à venir jusque chez moi sur cette partie-là. Ça n'aurait pas de sens. Ils ont ce qu'il faut à l'intérieur de Paris. Ou même des banlieues plus éloignées où du coup, ils vont pas forcément venir là. Ça va être les gens dans le quartier, dans Saint-Maur, qui vont venir à pied, qui vont venir ça comme une balade, un petit magasin où tiens, on va chercher une petite activité ou des choses comme ça. Donc j'ai une clientèle assez locale, ce qui pour le coup sur l'encadrement n'est pas le cas.
Tu nous as parlé de ton quotidien du coup avec la clientèle, vraiment le trafic, mais au niveau des tâches que tu dois accomplir en tant que gérante, c'est quoi? T'es au four et au moulin, c'est-à-dire à l'accueil, à la vente, dans l'administratif, ou est-ce que tu as une équipe, des employés? Comment ça se passe? Non, on n'est que tous les deux avec Barnabé. On fait tout. C'est-à-dire qu'en fait, en général, on consacre la journée du lundi qui est fermée à faire la partie administrative, la gestion des factures, des commandes fournisseurs. Alors même s'il peut y en avoir dans la semaine, parfois quand les commerciaux passent, ils font les commandes et donc ça nous évite on gagne du temps comme ça. Donc il y a tout ce qui va être la gestion des factures, de faire les virements, de relancer les mails, de répondre aux devis. Et ensuite, on a vraiment toute la partie, en fait, on reçoit la marchandise, donc il faut la mettre en rayon, faire l'étiquetage dessus, faire en sorte que ça soit mis en avant, créer les produits s'ils ne sont pas créés dans le logiciel de caisse. Et il y a tout ce travail d'administratif en amont, c'est-à-dire qu'avant que le produit soit en rayon, il y a vraiment toute l'étape de la commande, du choix du produit, quand il y a des nouveautés, s'il y a des promotions, par exemple, pour les répercuter sur nos clients, quelles sont les bonnes promotions à avoir, en gardant un niveau de stock qui est intéressant. Donc il y a toujours ça en amont. En fait, on a des grosses périodes à préparer. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que on a nos gros mois dans l'année, ça va vraiment être de septembre à décembre. Donc septembre-octobre, parce qu'on a un partenariat avec les ateliers d'art de la ville de Saint-Maur, qui nous, du coup, dont on travaille la liste avec eux en amont. Donc il faut faire les achats en fonction du nombre d'élèves qui vont s'inscrire, des choses comme ça, pour pouvoir répondre à la demande. Donc il y a des achats qu'il faut prévoir parce qu'on ne peut pas tout acheter pour que ça arrive le même jour. Ça serait aberrant parce qu'on ne pourrait pas le ranger suffisamment rapidement dans les rayons. Donc on essaie de faire en sorte que les achats soient étalés sur plusieurs jours, semaines, entre août et septembre. Ok, donc vraiment un travail de logistique quand même pas négligeable. Oui, mais en général, on se fait avoir une fois. Et après, la fois d'après, on ne se fait plus avoir. C'est-à-dire qu'une fois, on arrive et tout arrive le même jour. Et en général, on rentre de vacances, on est là, on est le 18 août, on n'a pas hyper envie d'être là. Il fait encore très beau et genre, il y a 6 palettes qui arrivent et on n'a pas trop envie de faire 6 palettes, on n'a pas la place de faire 6 palettes, mais ça ne rentre pas. Donc il faut faire 6 palettes. Et du coup, la fois d'après, on se dit, tiens, et si je les faisais arriver tous les 2-3 jours, ce qui me laisse le temps de m'organiser. Et puis du coup, de réfléchir à l'emplacement, à les disposer correctement selon les listes pour pas aussi... Quand on a des listes en main, en fait, ça évite de faire des allers-retours toutes les 30 secondes. Déjà qu'on piétine beaucoup toute la journée. Si on peut essayer d'organiser quelque chose, et pareil pour Noël, les calendriers d'avance, c'est des choses par exemple que je commande dès le mois de mai, juin. Ok, très en avance pour pouvoir anticiper. C'est des précommandes qu'on passe auprès de nos fournisseurs pour pouvoir anticiper Noël. Ok. Tu parlais de listes. Les listes, c'est comme les listes scolaires Comme les listes scolaires. Ok, donc des listes vraiment pour l'année. Il me faut des pinceaux, une boîte de crayons, des fine liners, un pack d'acrylique, des feuilles de telle taille, tel grammage, des choses comme ça. Donc c'est des choses qu'on travaille en amont parce que comme ça on est tous bien d'accord sur ce que veulent les professeurs. Parce que sur une même description, il peut y avoir parfois plusieurs propositions de produits. Donc voilà. Ok. Tu me disais que tu as des partenariats. L'aspect partenariat, lien avec la vie locale, c'est un truc très important ou c'est un peu marginal Non, c'est très important. Je pense que quand on est dans une ville comme Saint-Maur, c'est vraiment une ville de proximité où comment dire, la ville en elle-même vit dans son quartier, dans ses commerçants. Et donc avoir une vraie implantation locale dans la ville, c'est pour moi primordial. Ça a été, quand on est arrivé, les anciens propriétaires avaient perdu ce partenariat avec l'atelier d'art, qu'on a réussi du coup à réouvrir après quelques années. Donc je trouve que c'est vraiment important. Et en même temps, on participe à différentes choses autour de la ville. C'est-à-dire qu'ils nous ont proposé d'avoir un stand quand ils ont fait un festival de street art l'année dernière. Donc on est allé faire un stand pour animer on avait une animation d'un mur d'expression libre avec des bombes de peinture, des choses comme ça, où on a guidé les enfants, on a fait des pochoirs, on a fait des choses un peu sympas qui étaient assez chouettes. Tous les ans, il y a un salon créatif à Saint-Maur qu'on adore faire en plus, c'est super sympa, qui est co-organisé par la mairie. Donc pour moi, c'est important d'être dans une cohésion dans la ville. Si on est dans cette ville, on est inclus avec la ville, on fait les activités avec la ville, on visite les ateliers des artistes quand c'est le cas, on participe au Festival du Conte qui a lieu tous les 2 ans, on a été labellisé Fabriqué à Saint-Maur. Donc voilà, pour moi, l'implantation locale, elle est très très importante. Du coup, tu fais beaucoup d'activités différentes, dans des salons. À quel point est-ce que tu as des activités qui sont en fait hors du magasin et à quel point est-ce que ça chamboule et rythme ton activité? Alors, j'ai quelques activités en dehors du magasin. En général, c'est très localisé sur les mois de septembre et d'octobre.
Et ça fait que t'as pas de week-end. Donc t'es en 7 sur 7, parce que souvent les salons, les activités, c'est le week-end, donc samedi ou dimanche, qu'il me faut une personne en plus. Alors en général, je demande du coup à ma mère ou à ma cousine qui connaissent bien le milieu de soit venir avec moi sur le salon, soit de venir aider Barnabé pour le samedi au magasin. Mais ça reste marginal, c'est-à-dire que c'est vraiment... Voilà, c'est-à-dire que ça peut être sur l'année dernière, par exemple, c'est vrai qu'on avait 3 week-ends en septembre-octobre d'affilée où on a enchaîné la remise de prix sur le label, où on avait fait un décor pour présenter l'encadrement. Ensuite, on avait le street art, le street art festival, où du coup là, j'étais avec ma cousine sur les peintures. Et le week-end d'après, on avait le salon Créa Saint-Maur, là où il faut ramener plus de choses. En fait, ça oblige à avoir une orga, donc que toutes mes commandes soient préparées en amont. Parce que sur le street art, il faut arriver avec des bombes de peinture. Sur le salon Créa, en général, j'apporte toujours les nouveautés que je vais présenter à Noël. Donc, histoire que j'ai une clientèle fidèle qui vient, sur lesquelles qui aiment toujours voir les petites nouvelles choses, les nouveaux produits que je vais aller chercher, des choses comme ça. Et en fait, ça me demande c'est-à-dire que le lundi, c'est-à-dire que le dimanche, le salon, c'est installe le vendredi, samedi, dimanche, le salon, et le lundi, en général, je range et je reprépare mes cartons qui vont repartir sur le salon de la semaine d'après. Parce qu'ensuite, moi, le mardi, il faut que je sois là en magasin et que je travaille. Et septembre-octobre, donc on est juste après la rentrée. Ouais, donc, en plein milieu de la rentrée, juste avant Noël. Vraiment, en fait, un tunnel sur la fin d'année où t'enchaînes, où il faut tout préparer à l'avance. En général, le mois, à partir de septembre à octobre, il y a au moins deux mois. Comment dire, on est quasiment en 7 sur 7. Sur tous les 4 derniers mois. Sur plusieurs mois, en fait. Sur les 4 derniers mois. Et le reste de l'année, du coup, vous travaillez 6 jours sur 7, puisque le lundi, t'es fermé, mais vous faites quand même tout l'administratif. C'est un rythme quand même un peu intense, de travailler 7 sur 7 tous les jours. Étant donné aussi que tu es maman, comment ça se passe de jongler entre le côté famille, les enfants, où ça peut être un peu quand même intense, et le travail qui, est quand même déjà là, 6 jours sur 7, presque 7 sur 7, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué. Je suis fatiguée. Ça se voit, c'est normal. Bon, je pense que... Et encore, je garde une certaine maîtrise de moi-même là-dessus. T'arrives à dormir un peu en même temps que mes enfants. C'est-à-dire qu'en général, mes enfants s'endorment. Alors, je pense que c'est plus dur pour eux, peut-être, le rythme, parce que c'est assez intense comme rythme. Le soir, on arrive au magasin, on dépose les enfants à l'école à 8h30. Ensuite, on arrive au magasin. On les récupère à l'école, ils restent au magasin avec nous en général de 16h30 jusqu'à la fermeture, 19h. Si on voit qu'on a moins de monde, je pars, je rentre plus tôt, histoire qu'ils ne soient pas toujours qu'ici. Et ensuite, on rentre à la maison, il faut faire le repas, il faut faire la dynamique du soir, le tunnel. Et après, souvent à 22h30, moi j'avoue que je m'écroule et je dors. Et ce qui paraît un peu logique. Et c'est vrai que c'est comme ça tous les jours, en fait, c'est une vraie routine. Après, le lundi... c'est un peu plus court, c'est-à-dire qu'en général, on va les chercher à l'école à 16h30, 16h15, 16h30, et à ce moment-là, on rentre après, on s'occupe d'eux. Le lundi, c'est pas jusqu'à 19h, c'est quand même un peu... on se garde une fin d'après-midi quand même avec eux un peu plus construit, parce qu'ils sont fatigués aussi. Ouais, du coup, c'est un peu votre week-end qui n'en est pas un. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a un dimanche et un peu... surtout que souvent, le dimanche, on cale tous les gens qu'on ne voit pas le reste du temps. Donc c'est rare d'avoir des dimanches... où on dort. Un rythme difficile. Non, mais en même temps, après, moi, je suis pas quelqu'un de calme, donc j'estime que ça me fait du bien de temps en temps d'avoir un lundi. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je dis, franchement, désolé, aujourd'hui, je suis claquée, je me repose, et parce qu'il faut savoir aussi s'écouter quand on est fatigué. Mais je suis quelqu'un qui suis plutôt du genre proactif tout le temps, donc j'ai toujours un truc à faire, j'ai toujours envie de faire quelque chose, et je me dis, si j'ai enfin du temps, il faut que j'en fasse quelque chose d'intéressant. Donc c'est le moment où je vais me dire, je vais changer de place les meubles au magasin, je vais créer un nouveau truc, je vais faire un gros rangement, je change la vitrine, et j'ai du mal à me poser, de toute façon, donc ça me va. C'est un peu le rythme qui te convient aussi, du coup. Oui. C'est un choix plus que quelque chose de subi. Non, il y a aussi une part de choix où j'aime bien faire des choses tout le temps. Ok. Du coup, tu as un emploi du temps surchargé. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que, avec tous ces efforts, tout ce temps investi, ça paye, ça fonctionne, ou est-ce que c'est la galère? Alors, je pense que... Comment dire? Les deux.
Les deux. D'une part, déjà, ça fonctionne, le magasin fonctionne, on a du monde au magasin, la fréquentation est en hausse. Alors, on a repris le magasin, du coup, il y a 7 ans, et 7 ans et demi, et du coup, le magasin, depuis 7 ans et demi, est en hausse, aussi bien en fréquentation qu'en panier moyen, qu'en chiffre d'affaires. On a vraiment une bonne dynamique, on a des clients qui reviennent, qui sont contents, et avec qui on est content de travailler. Tous les indicateurs sont au vert, en fait. Tous les indicateurs sont au vert. Après, le ratio temps de travail vs gain financier, là, pour le coup, il n'y a pas forcément la partie beaux-arts et loisirs. C'est des parts du magasin où les marges sont assez faibles. Donc, même, il faudrait vendre beaucoup plus en volume pour pouvoir arriver à gagner notre vie dessus. C'est Ok. le problème avec le magasin, la vente de détail, c'est que la vente de produits... du coup, nous, on est revendeurs de produits, c'est-à-dire qu'on les achète à des fabricants, et ensuite, nous, on les revend à des clients, et du coup, forcément, on est un intermédiaire supplémentaire, donc notre marge, elle n'est pas très élevée dessus, ce qui couvre pas forcément ni le temps passé, ni le stockage, le loyer, les choses comme ça. Donc, sur la partie Beaux-Arts, il faudrait avoir un volume bien plus important pour pouvoir arriver, je pense, à en vivre de manière décente. Ok, donc ouais, c'est beaucoup. Donc, ça marche, mais pas trop. Voilà. Ouais, beaucoup d'efforts pour au final un gain qui est... Qui est limité. Ça fonctionne, mais voilà, ce qui te reste à la fin Il est quasiment inexistant. Ouais, donc un peu difficile, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à la fois oui, à la fois non. Ouais. Je pense qu'en fait, il ne faut pas négliger le fait que ça marche dans le sens où il y a des gens, on a des clients, il y a des gens qui viennent. C'est hyper actif. C'est hyper actif, tout le et moi temps, j'ai besoin de contact. Genre, ce que j'adore dans ce magasin, et pourquoi j'ai pas forcément envie de lâcher le magasin, c'est que le contact social qu'on vit avec les gens, il est incroyable. On accompagne des gens sur des projets. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui me dit, tiens, j'aimerais bien commencer la peinture. Et donc on lui donne 2-3 petits conseils sur quel type de peinture, comment, en fonction de ses besoins. Et puis il revient la semaine d'après en nous disant, tiens, c'est bien. Les gens nous montrent, en fait, les gens prennent le temps. En fait, on n'est pas un supermarché. Donc les gens prennent le temps de partager avec nous ce qu'ils sont en train de faire, leur passion, leur projet. Et on les voit évoluer. Donc on va voir quelqu'un qui va commencer à faire des petites choses qui seront même pas mal en vrai, parce que c'est toujours chouette de faire les choses, et au fur et à mesure on voit les progrès, une meilleure perspective, une meilleure mise en couleur, des choses comme ça, une lumière qui va être posée. Donc on a la chance aussi de suivre nos clients et jusqu'au bout de leur projet, mais quel qu'il soit, que ce soit sur de la peinture sur un calendrier de l'Avent ou quelqu'un qui se lance dans la peinture à l'huile. En fait, on peut avoir tous les cas de figure, et en même temps c'est une richesse qui est intellectuelle, qui est sociale, qui est dans le partage. Donc oui, en fait, il y a un gain dans plein de choses dans le partage. Ouais. Si on parle que du gain financier, non, effectivement, il n'est pas là, mais en fait, l'enrichissement personnel le lien humain qui se crée... franchement, il n'a pas de prix. Ok, et du coup, est-ce que c'est aussi le cas pour en fait tous les commerces de détail? Est-ce que, pour d'autres commerçants de Saint-Maur que tu connais peut-être, est-ce que tous les commerces comme le tien, petits commerces de détail, c'est compliqué sur l'aspect, on va dire, financier, parce qu'il faut des volumes que vous ne pouvez pas forcément avoir, mais par contre vous y gagnez par contre sur l'humain, ou est-ce que c'est vraiment limité à ta niche, à ton domaine des beaux-arts qui est en lui-même compliqué financièrement pour être rentable? Alors, je pense qu'en France, en ce moment, le commerce de détail a du mal. Parce que, pour plusieurs raisons, Internet, il y a une énorme concurrence avec Internet. Après, on ne se bat pas avec les mêmes choses. C'est-à-dire qu'Internet, eux, ils n'ont pas les loyers que nous, on doit payer en ville. Donc en ville, les loyers sont souvent exorbitants pour avoir un vrai pas de porte et avoir pignon sur rue. Donc souvent, nous, le prix des loyers, le personnel qu'on est obligé d'avoir sur place, la logistique d'avoir un magasin, l'électricité, les frais de fonctionnement sont quand même beaucoup plus élevés dans un magasin que dans un entrepôt. Avoir un entrepôt et expédier depuis un entrepôt, ça coûte pas grand-chose, c'est des gens payés au SMIC. C'est-à-dire qu'après, nous, on est dans un univers, alors nous et dans plein d'autres magasins, où on a quand même une expertise, une connaissance. Qu'on valorise pas forcément, c'est-à-dire qu'on va pas dire à quelqu'un tu me poses une question sur quelque chose que tu ne sais pas, je vais te faire payer mon conseil ou je vais t'expliquer quelle est la différence entre le blanc de titane et le blanc de zinc. Non, c'est du conseil gratuit en fait qui est donné. C'est implicite dans un commerce de proximité. Le pinceau sera au même prix. Le pinceau sera au même prix qu'on soit chez moi ou sur un site internet, sauf que chez moi, on vient, je peux répondre à un conseil, je peux expliquer pourquoi de la martre, pourquoi du petit gris, pourquoi du synthétique, pourquoi telle peinture, pourquoi manche court, pourquoi manche long. Et quelque part, souvent, en ce moment, les gens ne sont plus capables, je pense, de valoriser ça. Il y a beaucoup de gens qui est pas forcément... Comment dire, il y a une part de gens qui part du principe que, sur Internet, quoi qu'il arrive, c'est moins cher. On pourra se battre tant qu'on veut pour avoir des prix équivalents. On perdra en marge, parce qu'on a prix équivalent, on perd forcément en marge. Mais en fait, les gens ne valoriseront jamais le conseil et ce qu'on peut leur apporter. Voilà. Moi, pour donner une anecdote, j'ai quelqu'un à la rentrée qui vient, donc avec la liste des ateliers d'art, une maman qui me dit
je vais vous poser des questions parce que je sais pas encore si je prends tout sur la liste. Écoutez, j'ai 2 enfants à me faire manger. Les listes coûtent cher, j'entends. Et donc la dame me demande est-ce que vous savez ce que c'est que du fixatif ? Alors, c'est mon métier de savoir ce qu'est du fixatif, donc je la renseigne sur ce qu'est du fixatif, je lui montre où sont les fixatifs et je lui donne le prix. Et la dame va sur Internet, sur Amazon. Le fixatif, il est 1 euro moins cher chez moi, il est 1 euro moins cher sur Amazon que chez moi. Non, mais pour une différence de prix qui est ridicule. Ça coûte combien c'est sur un truc à 5 euros, à 10, à 30 ? Non, mais là, on est sur... oui, c'est ça. On était sur... En plus, à la rentrée, moi, le fixatif, je fais une promo genre à 6,95. Donc là, il était juste à 5,95. C'est-à-dire que les élèves des ateliers d'art bénéficient d'une promo et de remise en fonction des listes. Okay. Comme je prévois mes achats, par exemple. Donc vraiment, c'était sur 1 euro de différence. Mais la dame ne savait pas ce que c'était. Et en fait, du coup, elle regarde sur Amazon et elle me dit, bah non, mais je suis désolée, je vais le commander là. Bah, en fait, on peut pas venir solliciter un conseil qui est gratuit, dans mes connaissances, et ensuite l'acheter sur Internet. Et à un moment donné, il faut faire un choix. Soit on se débrouille et on tape toutes ces informations, on fait sa commande Amazon, son truc. Soit on vient chez nous. En globalité, je sais que je suis moins chère que Amazon sur la liste en complète parce que les prix sont choisis, il y a le service, je coupe les feuilles en 2, je fais toute la liste bien et ils ont 15% de remise. Mais dans l'absolu, oui, produit par produit, il y aura toujours un sombre site internet qui aura un truc moins cher que moi. Oui. Toujours, parce qu'on ne pourra pas faire face à quelqu'un qui va déstocker, quelqu'un qui fait une promotion sur juste tel produit lambda. Si on fait une liste dans sa globalité, évidemment, mais si on cherche produit par produit, voilà, c'est logique. Et à un moment donné, moi, j'ai dit à la cliente que je ne l'aiderais pas. Parce que moi aussi, j'ai 2 enfants à nourrir. En fait, à un moment donné, le conseil, c'est sympa, ce qu'on disait, le vendre des produits et tout ça. Mais en fait, à la fin, il faut aussi manger. Et il faut aussi qu'on puisse arriver à en vivre. Et je pense que, voilà, que les gens, en fait, ont plus de recul. Ils se rendent pas compte que il y a un humain, en fait, derrière un magasin, qui a une famille, qui a une vie, qui a quelque chose. Et puis, le choix des produits. Moi, je passe du temps à passer mes commandes. Je passe du temps... Il y a quand même, mine de rien, beaucoup de choses qui ne sont pas facturées sur le produit final. Donc voilà, je pense que Internet amène une concurrence. C'est pas mauvais, la concurrence, c'est jamais mauvaise. Mais elle fait du mal et dans l'esprit des gens, ils pensent toujours qu'un commerçant, ça les arnaque ou qu'on est forcément plus cher. Et il y a cette logique. Genre, les gens se disent « Ah, mais si je vais dans un magasin... » Non, il y a beaucoup de gens qui rentrent « Ah, mais je viens chez vous, je sais que c'est plus cher. » Bah, pas forcément, en fait. C'est pas forcément le cas, c'est pas toujours le cas. Oui. On est plutôt bien placé en termes de prix et donc il n'y a pas de comment dire, c'est pas je rentre dans ton magasin, je vais payer plus cher. Non. Oui, parce que comme tu dis, les prix tu les choisis, donc il y a certains produits en fait. En fait, ma marge est plus basse, mais mon prix est pas moins cher et pas plus. En fait, en gros, je renie sur ma marge pour avoir un prix équivalent à Internet, par exemple. Voilà, mais du coup, tu n'es pas forcément moins cher. Non, je suis ni moins cher ni plus cher, mais en tout cas, je suis là. Oui, c'est là, maintenant, tout de suite. C'est ça. Et puis il y a le conseil, etc., qui n'est pas dans les prix, parce que tu as besoin d'un conseil, tu l'as, tant mieux. Tu n'en as pas besoin, c'est ça. C'est pas Donc grave, en fait, mais il est là pour les autres. Voilà, et c'est vrai que je pense que cette concurrence d'Internet, elle fait beaucoup de mal. Elle fait beaucoup de mal au commerce autour de nous. Et entre ça et les prix des loyers qui sont pas... qui sont très 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 élevés sur les surfaces commerciales en centre-ville, bah, ça amène des activités qui sont forcément plus... Et on perd en rentabilité. Et donc, en fait, à un moment donné, les gens se lassent. C'est compliqué. Ouais. Voilà. Ouais, c'est assez clair comment tu le décris. Est-ce que... parce que certains peuvent se dire, bah, autant aller toi aussi sur Internet. À quel point... Alors, moi, je vois un peu... Tu me dis, tu travailles déjà 6 jours sur 7. Si tu dois gérer un site Internet en plus, je suppose que c'est quand même un peu impossible. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as pensé ? Est-ce que tu as réfléchi à ça ? À quel point est-ce que c'est en fait faisable ou non ? Ou même, est-ce que c'est un choix personnel ? Voilà. Alors j'ai réfléchi à faire un site internet, mais j'ai préféré ne pas le faire parce que ma clientèle, moi, est très locale. J'ai un choix, j'ai pas mal de gammes de produits, mais le temps de gestion passé, le temps de traitement des commandes, des choses, il serait pas rentable pour moi. Ça n'aurait aucun intérêt. Si c'est pour envoyer 3 feuilles de papier tous les 3-4 jours, oui, des trucs comme ça serait trop éparse en fait, pour pouvoir être intéressant. Le site internet, en fait, il est utile s'il y a du volume, sauf que si tu peux pas y passer du temps, tu peux pas avoir de volume. Ça n'a aucun intérêt en fait, du coup je vais gérer des... En fait je vais finir par faire de la... Comment dire, je vais perdre du temps, je perdrai de l'argent, ça n'a pas de sens en fait. Ça aurait été intéressant parfois d'avoir un site vitrine parce que ça permettrait aux clients de se poser des questions, mais encore une fois, sur cette partie beaux-arts et loisirs, ma clientèle est tellement locale que les gens m'appellent au téléphone, ils viennent, ils se déplacent, et voilà.
pour eux, venir au magasin ou appeler, c'est plus simple que d'aller sur un site internet de toute façon. Exactement. Donc c'est vraiment pas pertinent. Voilà, donc en fait, parfois, quand les gens veulent faire des commandes sur internet, je renvoie sur le site de ma mère, qui a beaucoup plus de produits que moi et qui, elle, a une vraie gestion de son site internet. Et je trouve que c'est plus cohérent, par exemple. Mais non, j'ai choisi, du coup, en termes de visibilité internet, de cibler sur l'encadrement. L'encadrement, là, pour le coup, notre zone de chalandise est beaucoup plus éloignée. Les gens viennent de plus loin. Et les gens ont du mal. L'encadrement sur mesure, c'est quelque chose où il faut se projeter. Et c'est plus intéressant, je pense, de cibler mon site internet sur quelque chose comme ça que sur quelque chose, sur du produit où il y a 30 milliards de sites internet qui existent et j'aurai jamais le truc. Bref. Perte de temps, perte d'argent. Ouais. Pas rentable. Trop d'efforts pour pas assez de résultats. C'est sûr. Ok. Tu nous as dit une anecdote là sur cette cliente qui vient prendre du conseil et qui finalement commande d'ailleurs. C'est plutôt une anecdote négative. Est-ce que tu as, je suppose, des anecdotes positives, des situations de famille, comme tu décrivais, où tu vois des gens progresser? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué vraiment, quelqu'un qui t'a... peut-être tu l'as vu grandir, tu as vu des changements au fur et à mesure du temps. En 7 ans, tu as dû voir quand même des clients venir et revenir. En 7 ans, on a des clients qui sont là depuis le début, presque depuis le jour où on a réouvert on a repris les clés du magasin. Pour le coup, je sais pas si j'ai une anecdote significative, mais j'aime beaucoup mes clients que j'assiste. En fait, parfois, je vois des clients qui vont s'inscrire aux ateliers d'art, qui n'ont jamais fait ça de leur vie, qui n'ont jamais dessiné, qui ont toujours rêvé, qui sont enfin dit « Tiens, je prends du temps pour moi ». Et vraiment, quand on voit l'évolution de leurs dessins, leurs choses comme ça, en fait, pour le coup, là, autant l'anecdote sur Amazon, j'ai une personne, autant c'est quotidien, en fait, tous mes clients que je suis. C'est-à-dire que je me souviens d'eux, je sais ce qu'ils font, je sais... je sais quels sont leurs projets, quelles sont leurs prochaines créations, vers quoi ils veulent se tourner. Donc là, des clients comme ça, j'en ai des dizaines, une cinquantaine peut-être de clients que j'aime suivre de A à Z sur leur progrès, sur où est-ce qu'ils vont. Non, pour le coup, c'est ce que j'aime dans la relation client. C'est vraiment ce partage-là. C'est vraiment la majorité en fait. C'est la majorité de mes clients. Les clients qui viennent et ils arrivent, ils sont agréables, ils ont juste envie de partager un moment, une expérience, parfois une technique de dessin, un choix de couleurs. Parce que parfois, faut les aider, on aide à choisir les couleurs qui vont le mieux se marier, comment faire leur fond. Ça m'arrive de commander une couleur spéciale que j'ai pas, mais comme je sais qu'elle existe, je peux leur commander pour que ça corresponde à ce qu'ils cherchent pour la suite de leur dessin, de leur peinture. Donc non, l'accompagnement de mes clients, pour le coup, c'est quotidien. C'est même pas, c'est pas anecdotique. C'est tellement fréquent que c'est même pas anecdotique. C'est principal peut-être. Ouais. Tu le disais, le conseil c'est extrêmement important dans ton métier parce que c'est une niche avec énormément de termes techniques. Est-ce qu'il y a, du coup, dans le jargon technique des Beaux-Arts, c'est quoi la question peut-être, ou les questions qui reviennent le plus souvent, là où les clients viennent et disent « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Tu parlais d'un fixatif tout à l'heure. Déjà, c'est quoi un fixatif à la limite? Qu'est-ce qu'un fixatif? Un fixatif, c'est un spray qui permet de venir fixer, coller les dessins qui sont faits à base de pastels, crayons de couleur, craie fusain, craie d'art. En fait, c'est des choses poudreuses, c'est pour toutes des techniques sèches de dessin. Donc, quand on veut utiliser du crayon à papier, du pastel, du fusain, pour pas que ça s'en aille en fait. Ouais, pour éviter que le crayon à papier, le dessin que tu as fait, tu passes la main dessus et tu as une grosse race noire. Exactement, l'avantage du fixatif, c'est que ça permet de venir fixer le dessin à la feuille. C'est donc comme ça qu'on fait pour ne pas dégueulasser son crayon à papier. C'est donc comme ça qu'on fait pour tous les dessins de techniques sèches et c'est primordial. Si on fait du dessin, on a du fixatif. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres termes techniques comme ça, qui reviennent souvent, où tu te dis genre tu sais, quand le client te demande, tu fais ok, j'ai l'habitude, tout le monde me demande parce que je sais pas, peut-être à la rentrée t'en as plus que d'autres. Oui, à la rentrée j'en ai plus que d'autres parce que forcément on a des gens qui sont non initiés face à une liste de choses. Donc déjà la gomme mie-de-pain, souvent les gens se posent la question de gomme pain de mie, gomme, voilà, et on dit gomme mie-de-pain, oui, évidemment. C'est une gomme qui est souple, qui est molle, comme une texture de mie-de-pain en fait, un peu comme de la pâte à fixe. Une éponge un peu? Non, pas du tout, c'est vraiment... une mie-de-pain. Non, c'est comme de la pâte à fixe ou de la mie-de-pain, comme une boule de mie-de-pain. C'est une gomme qui du coup ne se désagrège pas, en fait, elle est modelable. Comme les pâtes à modeler? Oui, mais plus dure. Ok. Et donc voilà, il y a de la gomme mie-de-pain et après souvent les gens se perdent parfois dans les grammages de papier, c'est-à-dire que le papier, si je te demande une feuille de papier, toi tu vas me donner une feuille d'imprimante. Ouais. Moi, si quelqu'un arrive en me disant j'aimerais bien avoir une feuille de papier, je vais être beaucoup plus large en fait c'est-à-dire que
Il va y avoir quel format. Donc, est-ce qu'on est sur du A4, on est sur du A3, on est sur du format raisin, 50-65. Est-ce qu'on est sur... Voilà, déjà, il y a toutes les histoires de taille et de format qui existent. Et ensuite, le grammage. Donc, on a du 90 grammes, imprimante, mais on a aussi du 120, 160, 180, 224, 300, 350 et quelques. Donc, en fait, ça dépend ce qu'on en fait. Important pour l'usage, même pour l'amateur. Ça change le dessin, c'est-à-dire que tu fais de l'aquarelle sur du 90 grammes, c'est-à-dire que l'aquarelle, tu viens de mettre de l'eau, tu viens mouiller un papier de 90 grammes. Il se désagrège. Il se désagrège, il faut qu'il gondole à fond parce que à la rigueur, tu mets pas trop d'eau, mais t'as pas un résultat incroyable. Donc, on va dire que toutes les techniques mouillées, on est minimum sur du 300 grammes. Il y a des papiers qui vont être traités. En fait, le papier va être traité selon certaines choses. Pour arriver pour l'aquarelle, on va avoir des papiers qui vont être en coton, des papiers en cellulose. Donc, la manière d'absorption de l'eau sera pas la même. Et du coup, on va chercher à chaque fois le vrai papier. Quand les gens viennent chez moi, ils veulent ressortir avec le bon papier. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à creuser pour savoir quelle est l'utilisation qu'ils vont en faire. Et donc quel est le meilleur papier pour cette utilisation-là. Ok. Est-ce que, on a fait là, je crois, quasiment le tour, mais un truc dont on n'a pas parlé, c'est est-ce qu'il y a des avantages ou des inconvénients à ton métier? Alors, l'inconvénient, on le voit bien, c'est le côté où tu travailles en continu. Est-ce qu'il y a des avantages? Alors, tu disais que tu aimais bien ce rythme où tu dois toujours faire quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a d'autres avantages, des trucs un peu comme ça, je sais pas, auxquels on ne pense pas ou les avantages, ça va être le lien social qu'on développe avec les gens, le partage, le fait d'être j'ai l'impression de vivre dans une galerie, un musée en permanence, parce que du coup, on voit des dessins toute la journée, on est amené à être avec des œuvres tout le temps, toute la journée, tous les jours. Donc, on a des dessins de tous les formats, de toutes les époques, de tous les niveaux, entre l'encadrement et la partie beaux-arts. Donc, en termes de culture, je trouve ça très... ça nous offre... C'est enrichissant. C'est enrichissant. Est-ce que du coup... t'as pas trop de questions à te poser pour les activités des enfants, puisque tu les as dans le magasin directement. Le fait d'avoir ces enfants dans le magasin, ça permet déjà de tester les produits sur eux. Donc pratique, en général, c'est un bon crash test. Voilà, et je les occupe, ils me font des démonstrations de produits. Donc ça me permet parfois de pouvoir montrer à quoi ressemble le produit fini fait par un enfant de 4 ans ou fait par un enfant de 6 ans aux gens. Donc quand ils cherchent des activités pour leurs enfants, leurs petits-enfants, ça permet d'avoir déjà un point de départ. Voilà, ou de savoir si c'est adapté ou non à leurs âges. Mais comme on est aussi dans le quartier, il y a un côté proximité. Nous, nos clients ont quand même assez l'habitude d'avoir nos enfants. Il y a beaucoup qui connaissent nos enfants, qui m'ont vu enceinte, qui les ont vus grandir. Ils sont restés, avant d'aller à la crèche, à peu près un an dans le magasin. Donc la plupart des clients les ont vus, les connaissent, les voient. On a des clients qui passent les prendre parfois pour les amener au parc, des choses comme ça. Donc ils font partie quand même de la vie de notre magasin, même si c'est parfois bruyant. Ok, on peut imaginer assez bien que les enfants sont parfois bruyants. On voit là dans le décor plein de peintures, plein de marques là sur le plafond, et on va quand même pas finir sans en parler un peu. Est-ce que vraiment c'est utile d'avoir 70 peintures différentes comme ça? À quel point c'est quoi vraiment les différences là, au-delà de acrylique, gouache, machin, il y a des... Évidemment que c'est intéressant d'avoir autant de gammes, déjà parce que c'est important d'avoir tout le choix de couleurs. Donc dans une gamme de peinture, il y a quand même plusieurs couleurs. Sur la couleur, je veux bien, mais... Et ensuite, il y a différentes qualités dans une même peinture. C'est-à-dire que tu as la peinture fine et tu as la peinture extra fine. La quantité de pigments n'est pas la même, la qualité des pigments n'est pas la même. Donc c'est important, c'est-à-dire que selon ce qu'on veut faire, si on veut faire des tableaux avec... où on veut un peu monter en gamme, trouver des vrais pigments, des vraies couleurs, des pigments qui rendent quand même de la lumière, l'extra fine, ça fait vraiment sens quand on veut travailler des produits qui ont vraiment une vraie qualité. Donc on peut pas juste avoir un tube de quelque chose comme ça, de rouge. Ça veut rien dire du rouge. En fait, il y a différents types de pigments de rouge qui vont avoir différentes opacités ou de la transparence, qui vont avoir une réflexion à la lumière qui sera pas la même. Les pigments vont pas être les mêmes. C'est primordial de pouvoir faire, d'avoir le choix. C'est d'avoir le choix si je veux peindre un décor en bois avec mes gosses, je vais utiliser un tube d'acrylique fine, basique, parce que c'est pas très cher. On va être sur quelque chose de bon marché. Ça suffira pour le temps que ça voudra de tenir et ça sera très bien. Je peux utiliser aussi de l'acrylique fine pour faire un fond à la peinture, choses comme ça. Mais si j'ai un peu envie de monter en gamme, d'avoir un peu de tenue, d'avoir une matière qui va être différente, là je vais avoir envie d'avoir d'extra fine en fait. À un moment donné, je vais avoir envie d'avoir quelque chose qui réponde, qui corresponde à ce que j'ai envie vraiment de voir. Et il faut mettre le prix, on met un peu plus cher, il y a un peu plus de prix d'argent à mettre à l'intérieur, mais à la fin le résultat il y a pas photo. On peut pas comparer une peinture fine ou une peinture extra fine en termes de résultats. Donc oui, ça a fait sens d'avoir autant de profondeur de gamme. En fait, ça sert à répondre à ça. Et sur les pinceaux aussi.
Sur les pinceaux, souvent on se dit pourquoi j'ai autant de pinceaux, parce que j'ai 4 meubles de pinceaux, mais parce qu'on n'a pas les mêmes pinceaux quand c'est de l'acrylique que quand c'est de l'aquarelle ou de l'huile. C'est-à-dire qu'on va avoir des pinceaux qui vont être manches courts quand on va vouloir dessiner sur une table, parce que du coup on n'a pas besoin d'avoir un pinceau manche long. Mais par exemple quand on va peindre sur chevalet, l'avantage d'un pinceau manche long c'est que ça nous permet d'avoir de la distance avec la toile. Et du coup soit on n'est pas comme ça et on peut être un peu loin et on peut être tenir correctement son pinceau et peindre. Et puis tous les poils des pinceaux ont leur sens, c'est-à-dire qu'on va avoir des pinceaux en soie de porc qui vont être un peu rigides, qui vont laisser la marque du pinceau. On va avoir tous ces pinceaux du coup qui vont être à base de poils de martre, qui vont être doux, mais qui vont avoir une tenue. Ça va être ou du petit gris pour l'aquarelle qui va pouvoir se gorger d'eau pour pouvoir faire des lavis, des choses comme ça. Donc en fait chaque pinceau a vraiment son utilisation. C'est pas on prend pas un pinceau au hasard quand on peint, on réfléchit à son pinceau. C'est comme quelqu'un qui pourrait venir me voir en disant ouais j'ai besoin d'un pinceau pour faire ça, lequel vous me conseillez? C'est tellement vaste, un pinceau c'est personnel comme choix. Je peux conseiller le type de manche, le type de matière, mais ensuite c'est la manière dont on... La personne travaille avec, c'est Exactement. Ok. Du coup la vaste gamme répond en fait à la variété de besoins énorme. Chaque usage est très différent au final. Exactement. Pour le coup, j'ai pas de... Dans tous ces produits-là, je peux vendre de tous ces produits-là, c'est juste que ça ciblera pas les mêmes personnes. Quelqu'un qui va vraiment faire de la peinture sur toile, qui va sortir d'un atelier, qui va vraiment peindre, va surtout chercher de l'extra fine. Des gens qui vont faire des petits décors en famille, qui vont se marrer, tout ça, ils vont plutôt aller sur de la fine. Des gens qui vont commencer en sachant pas trop s'ils vont continuer. Parfois, vont avoir tendance à partir sur de la fine au départ, en se disant que c'est un investissement moindre, mais pour voir un peu ce que ça donne. Et du coup, après, s'upgrader. Parce que, en fait, les peintures sont mélangeables ensemble, même si c'est pas les mêmes qualités. Du coup, de se dire, vas-y, je commence par un petit pack de couleurs primaires classiques à 15 balles, c'est cool. Et puis après, si je veux avoir un beau bleu phthalo, quelque chose comme ça, je vais aller chercher des couleurs particulières en extra fine qui vont là, à ce moment-là, être pertinentes. C'est quoi peut-être la demande la plus pointue, un peu artiste technique que tu as eue parce que, on va dire l'entrée de gamme, le côté famille, simple, ça doit être très courant, mais le moment où tu t'es dit genre, ah ouais, là, le client, la demande, elle est un peu technique, là, faut que je... Ou alors ça arrive pour des clients qui font qui veulent faire des expériences, des choses comme ça. Parce que parfois, il y a des gens qui font des expériences en mélangeant différents types de peinture et j'avoue que je ne sais pas toujours... si j'ai pas moi-même fait l'expérience, je ne sais pas. Je demande souvent aux clients de me faire un retour d'ailleurs sur l'expérience parce que je me dis si un jour quelqu'un me pose la question. Je pense que... Alors, je l'ai eu, ça, chez mes parents, cette question. C'était un client qui du coup cherchait à faire de la peinture et faisait de la peinture avec du yaourt. Parce qu'en fait, à la base, toutes les peintures commencent par... n'importe quelle peinture, c'est un pigment plus un liant. Donc les liants ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les liants, c'est ce qui lie le pigment pour faire une masse. C'est ça, c'est-à-dire qu'au départ, c'est du pigment. Et l'huile, ça va être de l'huile, par exemple. L'acrylique, ça va être une matière, ça va être un liant acrylique, un peu comme de la colle. D'accord. Et du coup, chaque peinture va avoir du coup son liant. Et donc, il y a beaucoup de gens qui font leur peinture eux-mêmes. Mais du coup, moi, j'ai eu ce client-là qui me parlait du coup de peinture au yaourt. Parce qu'en fait, dans le yaourt, alors dans le fromage blanc surtout, il y a de la caséine. Et la caséine peut servir de liant, en fait, comme protéine, comme de la peinture au jaune d'œuf, comme ce genre de choses, en fait. Okay. On vient utiliser des protéines pour faire du liant. Et donc, traditionnellement, on peut faire des... Ok, du coup, il venait acheter des pigments seuls pour mélanger dans son yaourt pour faire une peinture. Exactement, pour faire des peintures traditionnelles. Ok. Sympa. Particulier. Il ne mangeait pas les yaourts, ok. J'espère qu'il ne les met pas au frigo pour reposer parce que non, mais en fait, c'est un client qui était assez incroyable, qui avait une culture de dingue, qui avait une vraie connaissance de produits purs. C'est-à-dire que moi, par exemple, ici, je vends pas de pigments au magasin parce qu'en fait, j'ai pas la demande. C'est-à-dire que moi, dans ma clientèle, j'ai pas de gens qui vont venir travailler le pigment directement. Les gens ont envie d'avoir le produit qui est quand même déjà prêt. Et ce qui est le cas dans le magasin de parents où il y a beaucoup plus d'artistes professionnels, là il y a des pigments. Et puis je pense aussi que les pigments appartiennent à une génération d'avant, de gens qui avaient des vraies formations artistiques, très beaux-arts, c'est-à-dire qu'ils étaient artistes parce qu'ils avaient respecté le cursus à l'ancienne. À l'ancienne. Et je pense que dans un monde où on respecte un peu moins les cursus maintenant. Et du coup, ce qui fait que les artistes n'ont pas tous les mêmes niveaux techniques. Donc, il y en a certains qui vont être dans le produit, qui vont bien comprendre pourquoi on vernit une toile, pourquoi on fixe un pastel, pourquoi on va au bout de son sujet, pourquoi on ne dilue pas de l'acrylique à l'eau, pourquoi
ce genre de choses, et qui vont être dans cette considération du produit, parce qu'en fait, derrière, ils vendent, et qu'il faut quand même qu'à partir du moment où on vend, que c'est une durabilité dans le temps. Et après, il y a des gens qui vont pas du tout savoir, en fait, qui vont s'intéresser qu'aux résultats, mais pas du tout au process, et pas du tout à ce que va devenir leur œuvre après. Oui, créer pour créer, puis... Ils créent pour créer, puis tant pis, ça leur appartient plus. Si leur œuvre, elle se dégrade 2 ans après, c'est pas... Tant pis. Bah, pour eux, c'est tant pis. Après, le problème, c'est que sur le marché de l'art, où c'est, je pense qu'il y a des gens qui vont à un moment donné être surpris. C'est un rapport à l'art différent au final, c'est chacun... Ça dépend si tu fais de l'investissement sur quelque chose comme ça. Si tu fais de l'investissement sur une œuvre qui dans 2 ans, elle meurt, en général, ton investissement, il est moyen rentable. Ouais. Donc ça fait sens quand même d'aller sur des... Quand je pense que quand t'es artiste professionnel, être sur des produits de qualité, ça fait sens, quoi. Mais après, ça dépend de la formation des artistes, et s'ils sont arrivés là un peu par hasard, du coup, parfois, ils n'ont pas cette connaissance très technique, très pointue du pigment, sur la peinture à l'huile, par exemple, on vient toujours mettre une couche la plus maigre possible, c'est-à-dire là où il y a le moins d'huile dedans, en dessous. D'accord. Et en fait, les couches les plus grasses, on les met au-dessus. Okay. Parce qu'en fait, plus il y a d'huile, plus ça met du temps à sécher. Donc par exemple, si je mets une couche très grasse et qu'ensuite je mets une couche assez sèche, celle du dessous, quand elle va sécher, elle va faire craquer celle du dessus. Ok. Donc en fait, il y a vraiment cette règle à respecter. Quand on fait de la peinture à l'huile, ça reste quand même un bon b.a.-ba de pouvoir y arriver et de savoir comment on peint, comment on dessine. Donc il y a certains artistes évidemment qui l'ont, et d'autres, on sent que pour le coup, il y a moins cet intérêt-là au produit, à la qualité du produit, à la qualité du pigment, à l'intensité du pigment, ce genre de choses. Voilà, moi j'ai des gens qui pensent que ils ont une peinture qui est transparente et que du coup c'est une mauvaise peinture. Alors que non, c'est juste un usage différent. Pigment, en fait, qui est comme ça. Et donc c'est pas la même manière de traiter la peinture. On peint pas de la même manière avec une peinture opaque ou transparente, mais c'est pas parce qu'elle est transparente qu'elle est pas bonne. Oui, c'est vraiment juste un usage... Après, c'est un usage qu'on en fait différemment, c'est-à-dire qu'on le traite différemment. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça où les gens se... Après, c'est notre métier aussi d'expliquer aux gens parfois que c'est pas le cas. On en revient à ce côté conseil et à ce côté connaissance des produits. Voilà, d'échanges constants. Écoute, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de la question. Je crois qu'on a abordé un peu tous les sujets qu'on pouvait aborder aujourd'hui. Merci Axel de m'avoir accueilli. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à venir au Camion d'Or à Saint-Maur-des-Fossés pour profiter des conseils d'Axel et aussi pour pouvoir acheter des produits de Beaux-Arts. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode du Jargon. Salut!